Mon père m'a giflé au visage puis m'a traîné dehors par les cheveux devant 73 invités lors de la fête de promotion de mon frère. Mon frère a applaudi et a dit « Tu l'as bien cherché ». J'ai passé un seul appel. Au lever du soleil, tout ce qu'il avait bâti avait disparu. Je me tenais près du mur du fond de la salle de bal, serrant mon petit sac cadeau comme un bouclier. 73 invités, tous habillés comme s'ils sortaient d'un magazine, robe de soie, boutons de manchette, rire maîtrisé. Les lustres captaient chaque mensonge et les faisaient étinceler. Je n'étais pas censé être ici. Cette pensée tournait en boucle dans mon esprit tandis que je regardais ma mère flotter d'invité en invité, telle une reine. Mon père tenait la cour près du bar avec un cercle d'hommes que je reconnaissais des visites à la base, des hauts gradés militaires au sourire permanent et aux montres coûteuses. Et puis il y avait Caleb, mon frère, l'enfant prodige, décoré, aimé, magnétiquement charismatique. Il était au centre de tout, se prélassant dans leurs louanges, comme s'il n'avait pas ignoré mes appels pendant les 3 derniers mois, comme s'il ne m'avait pas complètement oublié sur le plan de table, jusqu'à ce que quelqu'un lui rappelle mon existence, lorsqu'il m'a finalement remarqué. Ce n'était pas une réunion, c'était une performance. « Céline », dit-il, levant son verre avec une fausse surprise, sa voix juste assez forte pour faire taire quelques conversations à proximité. Je ne savais pas qu'on laissait les pigistes entrer avec les vrais professionnels. Quelques rires polis. Je souris faiblement, glissant mes cheveux derrière mon oreille. Je suppose que tout le monde ne peut pas servir son pays, ajouta-t-il, sirotant sa boisson. J'inclina la tête. Et tout le monde n'a pas besoin d'être financé par le fonds fiduciaire de quelqu'un d'autre pour avoir l'air impressionnant. C'était subtil, presque trop discret, mais ça a porté ses fruits. L'ambiance changea. Le sourire de Caleb vacilla, puis il regarda derrière moi. Je l'ai senti avant de le voir, la présence de mon père, lourde, brûlante, sa main se refermant autour de mon bras. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-il, d'une voix basse et dangereuse. J'ouvris la bouche, mais je n'eus jamais la chance de répondre. La gifle claqua sur ma joue comme un coup de fusil. Les conversations s'arrêtèrent. Les fourchettes se figèrent en l'air. Puis sa main s'emmêla dans mes cheveux, me tirant en arrière si fort que mon cuir chevelu hurla. La pièce devint floue alors que je trébuchais, mes talons glissant sur le marbre poli. Il me traîna vers les portes comme si j'étais un déchet. J'haletais, mais le souffle resta bloqué par la douleur. Mes mains cherchaient l'équilibre, la miséricorde, n'importe quoi. J'entendis ensuite le son aigu du rire de ma mère, non par choc, mais par amusement, comme si c'était du théâtre. Puis les applaudissements. Une seule personne, Caleb. « Tu l'as bien cherché », dit-il, souriant en applaudissant. Comme s'il était fier. Personne ne l'arrêta, pas un des 73 invités, pas une main ne s'est tendue vers la mienne. Il regardait, il chuchotait, mais il laissait faire. Dehors, l'air était plus frais, la nuit trop silencieuse. Mon père me poussa une fois de plus et me lâcha. Je trébuchai en avant, me rattrapai contre une colonne de pierre, et me redressai. Mon cuir chevelu brûlait, ma lèvre saignait, ma poitrine me faisait mal, non pas à cause de la blessure, mais de la honte qui ne cessait de croître. Je ne me suis pas retourné. J'ai marché vers le parking, mes talons claquant sur le béton, chaque pas plus lourd que le précédent, et mes doigts cherchaient déjà mon téléphone. J'ai conduit d'une main serrée sur le volant, l'autre agrippant une boule de mouchoir pressée contre ma lèvre. Le sang continuait à s'échapper. Les lampadaires passaient en flou, comme des témoins trop effrayés pour parler. Mon cuir chevelu pulsait là où ses doigts avaient déchiré mes cheveux, et ma joue battait en rythme avec chaque battement de cœur. Mais rien de tout cela ne m'était étranger. Ce n'était pas la première fois, juste la première fois avec un public. J'avais déjà été poussé contre les murs, traité d'ingrate, on m'avait dit que j'avais de la chance d'être nourri. Mon père avait toujours su comment transformer la déception en arme, ma mère, comment déguiser la cruauté en raffinement. Et Caleb, il avait fait carrière en m'ignorant, jusqu'à ce qu'il soit temps de prouver sa valeur par comparaison. Quand j'avais 8 ans, j'ai ramené un dessin dont j'étais fier. Ma mère m'a dit de ne pas l'accrocher au réfrigérateur, ça encombrerait la cuisine. À 16 ans, j'ai été accepté dans un programme artistique. Mon père m'a demandé si c'était une vraie école ou juste des gribouillis payants. Pour mes 25 ans, j'ai appelé Caleb. Il n'a pas répondu. Plus tard, j'ai vu des photos de lui en train de faire la fête sur un toit terrasse avec mes parents.
Ce soir n'était pas une trahison, c'était un résumé. Je me suis garé sur le parking de mon appartement et suis resté assise un instant à fixer l'immeuble. Mes mains tremblaient encore, ma robe était déchirée à l'épaule, le tissu arraché au même endroit où il m'avait saisi. J'ai pris une inspiration, puis une autre. À l'intérieur, j'ai allumé la lumière de la salle de bain et me suis regardé dans le miroir. Lèvres enflées, joues meurtries, cheveux emmêlés. Mon reflet me regardait sans ciller. Ça se termine ce soir, dis-je à voix haute. Je me suis dirigé vers la cuisine et j'ai sorti mon téléphone, faisant défiler des noms que je n'avais pas touchés depuis des années. Puis je l'ai trouvée, Dana Calder. À l'école, c'était la plus intelligente, elle étudiait les contrats pour le plaisir, se disputait avec les professeurs et gagnait. Je lui avais prêté un manuel une fois, quand elle n'avait pas les moyens d'en acheter un. C'était il y a longtemps. J'ai appuyé sur appeler. La ligne a sonné 2 fois. Céline, a-t-elle répondu, d'une voix ensommeillée. C'est moi. J'ai besoin d'aide. Une pause. Parle-moi, a-t-elle dit, et je l'ai fait. Dana m'a rencontré dans un café tranquille, près d'East Monroe, le lendemain matin. Elle n'a pas perdu de temps en bavardage, a simplement sorti un bloc-notes et a attendu. Je lui ai tout raconté, depuis le moment où je suis entré dans la salle de bal jusqu'à la seconde où j'ai claqué la porte de ma voiture et réalisé que je ne pouvais plus faire semblant que c'était normal. Je n'ai pas adouci les choses cette fois. Je n'ai pas essayé de les protéger. Et Dana, elle n'a jamais interrompu, n'a jamais scié, elle a juste écouté. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête une fois et a dit « Nous documentons tout ». Quand j'ai quitté le café, j'avais une liste d'étapes à suivre et un dossier dans mon sac, étiqueté « Preuve ». Je ne savais pas à quoi ressemblait la guérison, mais ça ressemblait à un début. Cet après-midi-là, j'ai frappé à la porte 2 étages plus bas. Rick Delano l'a ouverte, m'attendant déjà à moitié. « Je pensais bien vous voir, dit-il, s'écartant. Rick était mon propriétaire depuis 3 ans, le genre de gars qui se souvenait de saler les trottoirs avant un gel et ne posait jamais de questions sur le bruit, sauf si cela ressemblait à un danger. Il avait été policier. Maintenant, il faisait des petits boulots de sécurité en freelance et parfois, discrètement, il trouvait des choses que les gens ne voulaient pas voir trouver. Je lui ai tendu le bout de papier que Dana m'avait donné, des noms, des dates, un numéro de compte bancaire dont je me souvenais à peine. S'il y a quelque chose d'anormal, lui dis-je, j'ai besoin de le savoir. Rick le prit, ses yeux parcourant la liste. Anormal, gamin. Je peux déjà te dire que rien de tout ça n'est propre. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit, les lumières éteintes, le dossier sur mes genoux, fixant les bleus sur mes bras et la lumière de l'écran de mon téléphone. Un message de Dana a vibré. Commence à tout sauvegarder. Ça ne restera pas privé. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai ouvert un nouvel album sur mon téléphone et je l'ai nommé « Preuve ». Rick frappa à ma porte 2 jours plus tard, tenant un dossier en papier craft qui semblait plus lourd que le papier ne devrait le permettre. « J'ai quelque chose, dit-il, entrant sans attendre d'invitation. Je m'assis en face de lui à la table de la cuisine. Il étala les documents en rangées silencieuses, relevés bancaires, virements électroniques, emails au sujet tronqué comme « changement interne d'autorisation de virement de fonds ». Au début, je ne comprenais pas les chiffres. Puis j'ai vu l'idée du compte. C'était le mien. Le nom de votre père apparaît ici, dit Rick, tapotant la 2e page. Et encore ici, en signant en tant que fiduciaire. Les dates coïncidaient avec la promotion de Caleb, avec la nouvelle voiture que ma mère conduisait soudainement, avec les photos de sorties de golf que j'avais vues en ligne, toujours taguées au country club où je n'avais jamais mis les pieds. J'ai pris un document, une série de retraits sur 3 ans. Les totaux m'ont noué l'estomac. C'était censé être à moi, dis-je, mon éducation, mon avenir, utilisé pour graisser des rouages. Rick marmonna, conseil de promotion, don à des fondations de base, même payer un publicitaire, tout sous votre fiducie. Il sortit un email imprimé. L'objet était « Assurer la visibilité de Caleb ». Le corps était court. Son père était très persuasif. Dana arriva 1 heure plus tard, parcourant les pages avec une intensité silencieuse. Ce n'est pas seulement un abus, dit-elle. C'est une fraude, peut-être même du blanchiment d'argent. Nous pouvons intenter une action civile ou pénale, peut-être les 2. J'acquiesçai lentement,
mais mes mains étaient froides. La gifle de mon père s'était estompée en une douleur sourde, mais ça, c'était autre chose. Ils ne m'ont pas seulement blessé, ils ont construit tout ce qu'ils possédaient avec ce qui était censé être à moi. Je veux que ça soit officiel, dis-je, d'une voix basse. Dana n'hésita pas. Alors, nous commençons par l'exposition. Et je savais exactement qui appeler ensuite. L'invitation arriva par un SMS de ma mère. Parlons-en en famille. Viens demain à 15 h. Aucune excuse, aucune explication, juste ce ton familier, assez doux pour paraître raisonnable, assez aiguisé pour trancher si je ne me conformais pas. Dana haussa un sourcil quand je lui ai dit, tu n'iras pas seul. Mais je devais y aller. Je devais voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Maintenant qu'ils savaient que je ne resterais pas silencieuse, leur maison paraissait la même, trop propre, trop parfaite. Le policitron, les bougies fleuries. Je suis entré et le temps s'est distordu. Le couloir avait toujours cette photo de Caleb à sa première cérémonie de médaille. Je n'étais dans aucun des cadres. Ma mère m'a accueilli avec un sourire forcé. Cardigan pastel drapé juste comme il faut. Céline, dit-elle, comme si prononcer mon nom lui donnait du pouvoir. Entrons dans le vif du sujet. Mon père était assis dans le salon formel, une pile soignée de papiers sur la table basse. Caleb était là aussi, jambes croisées, faisant défiler son téléphone comme s'il ne se souvenait pas d'avoir applaudi pendant que je saignais. Nous voulons aller de l'avant, dit ma mère doucement, calmement. Mon père ajouta, en poussant les papiers vers moi. Un accord de non-divulgation, une renonciation aux poursuites judiciaires, un chèque glissé à l'intérieur, juste assez visible pour me rappeler le prix de leur silence. C'est votre idée pour résoudre ça, demandai-je. Vous avez fait votre point, dit-il, la voix durcissant. Ne traînons pas ça. Je balayai la pièce du regard, et c'est là que je le vis, un petit enregistreur noir, mal caché près de la base de la lampe. J'ai failli rire. Il voulait me soudoyer et me piéger en même temps. Je me suis levé, j'ai replacé les papiers sur la table. Vous pensez que c'est une question d'argent, dis-je calmement. Ça ne l'a jamais été. Le visage de mon père s'assombrit. Ne joue pas la victime. Je me suis penché en avant, affrontant son regard. Je ne joue à rien. Je suis venu ici pour vous donner une chance. Vous l'avez eue. Maintenant, elle est partie. Le souffle de ma mère se coupa. Caleb marmonna quelque chose. Je ne suis pas resté pour l'entendre. En sortant, mes doigts se refermaient déjà sur mon téléphone, et Jenna attendait déjà mon appel. J'ai retrouvé Jenna dans un petit café près du palais de justice, un terrain neutre, assez calme pour ce que nous étions sur le point de faire. Elle avait l'air différente de ce dont je me souvenais de l'université, plus affûtée, fatiguée autour des yeux, mais toujours rapide, toujours affamée. Elle se glissa sur le siège en face de moi et jeta un coup d'œil au dossier que j'avais apporté. « C'est tout ?» demanda-t-elle. J'acquiesçai. Vidéo, transfert de fonds fiduciaires, le reste est avec Dana. Elle ne m'a pas demandé pourquoi je faisais ça. Elle savait. Elle feuilleta les pages avec une précision exercée, son visage illisible. Quand elle arriva à la partie concernant la promotion de Caleb financée par ma fiducie, elle laissa échapper un léger sifflement. Ils ne vont pas s'en sortir indemnes, dit-elle. C'est le but. Quand j'ai quitté le café, Dana avait déjà publié une déclaration juridique, formelle, claire, froide comme l'acier. Le langage coupait droit à travers les schémas de coercition, d'abus financiers et de voies de fait. Pas d'embellissement, juste des faits. L'article de Jenna est paru 3 heures plus tard. Le titre était direct, homme d'affaires local filmé en train d'agresser sa fille, abus de fonds fiduciaires. En incrustation, en haut, on voyait les images de la salle de bal, la main de mon père sur mon visage, la traînée par les cheveux, Caleb applaudissant, ma mère souriante. En son sein, c'était partout. Je n'ai pas vérifié les commentaires. Je n'avais pas besoin de le faire. Dana a appelé juste avant minuit. 3 clients se sont retirés du cabinet de votre père. Caleb a été placé en congé administratif. Je me suis assise au bord de mon lit, fixant le plafond, la maison où j'ai grandi, la famille qui s'était construite sur le silence et l'image. Il s'effondrait. Et je n'avais encore rien dit publiquement. Alors que je raccrochais, mon téléphone vibra à nouveau.
Un numéro masqué, juste une ligne. Tu crois avoir gagné. Le procès est tombé 2 jours plus tard. Dana a transmis l'avis avec un court message. Ils intentent une action en diffamation. Nous nous y attendions. 6 juin, leur version de la vidéo du bal, éditée, recadrée, coupée par endroits et en boucle à d'autres. Dans cette version, mon père paraissait calme, ma voix était élevée. Cela me faisait paraître erratique, déséquilibrée, dangereuse. Ils veulent contrôler le récit, a dit Dana lors de notre appel. Il parie que l'opinion publique se retournera avant que nous puissions déposer notre contre-attaque. Et pour certains, cela a fonctionné. Internet est devenu une zone de guerre. Les messages affluaient, certains gentils, d'autres cruels, d'autres encore n'étaient que du bruit. On m'a traité de courageuse. On m'a traité d'amère, de diseuse de vérité, de menteuse, de chercheuse d'attention, de fraudeuse. J'ai arrêté de lire les commentaires après la 3e fois que quelqu'un a dit que j'avais de la chance qu'il ne m'ait frappé qu'une seule fois. Cette nuit-là, je me suis assise dans l'obscurité, mon téléphone face cachée sur la table basse, essayant de ne pas écouter l'écho du rire de ma mère. Le son avait vécu dans ma tête pendant des années, mais maintenant il avait de la compagnie, l'avocat de mon père. Leurs accusations, les montages sans fin réduisant la vérité en fragments. Le téléphone a vibré une fois, un numéro masqué. Je l'ai retourné. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Je n'ai pas scié. Je l'ai juste regardé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Dana a rappelé le lendemain matin, son ton sec et concentré. Ils ont engagé Marcus Letton. J'ai cligné des yeux. Le réparateur d'entreprise. C'est le gars que les gens appellent quand ils veulent qu'un scandale soit étouffé avant qu'il n'atteigne la presse. Il est bon. Céline. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Alors, on fait plus de bruit. Il y a eu une pause. Puis Dana a dit, bien, car le vrai combat commence maintenant. Et je tendais déjà la main vers la prochaine preuve. La salle d'audience était froide d'une manière qui n'avait rien à voir avec la température. Mon père était assis à la table du plaignant dans un costume qui coûtait, je le savais, plus que mon loyer, Caleb à côté de lui, pas les raides. Ma mère n'a pas établi de contact visuel. Dana se tenait là comme si elle était née pour cela. Elle a commencé par les relevés bancaires, précis, indéniables, des transferts de ma fiducie vers des sociétés écrans. Puis vinrent les factures promotionnelles liées à la carrière de Caleb. Enfin, les enregistrements vocaux que Rick avait aidé à récupérer, des conversations informelles entre mon père et ses collègues, se vantant de rediriger les actifs familiaux. La partie adverse tenta de s'objecter, mais Dana était chirurgicale. Chaque fait avait une preuve. Chaque preuve avait une signature. Quand ce fut mon tour, j'avançai et levai ma main droite. Ma voix ne trembla pas. Je leur racontais ce dont je me souvenais, pas seulement la gifle, pas seulement la traînée, mais les années qui y avaient mené, les insultes en privé, l'effacement en public, l'argent que je ne savais pas avoir perdu jusqu'à ce que quelqu'un d'autre l'encaisse. Ils ne m'ont pas seulement réduite au silence, dis-je, ils m'ont dépensé. Le juge écouta attentivement, et quand ce fut terminé, il regarda directement mon père et dit, « Ce tribunal constate une cause raisonnable d'ouvrir une enquête plus approfondie sur une éventuelle utilisation criminelle des fonds fiduciaires. Les procédures civiles seront suspendues en attendant cet examen. » Dehors, la presse s'était déjà rassemblée, flash, microphone, des voix criant mon nom. Je me tenais là, non pas comme leur fille, non pas comme la fille traînée sur le marbre, mais comme moi-même. Ce n'est pas une vengeance, dis-je, c'est la justice. Et enfin, je sentis ce que c'était de donner un sens à chaque mot que je prononçais. La vidéo complète est mise en ligne 2 jours plus tard, sans montage, sans ralenti, sans coupe pour protéger les réputations, juste la vérité. La voix de mon père, stridente, puis s'élevant, sa main sur mon visage, le moment où il m'a attrapé par les cheveux, mes pieds raclant le sol, Caleb applaudissant, ma mère riant comme si c'était un divertissement. Elle s'est répandue rapidement, plus vite que n'importe quel communiqué de presse, n'importe quel article. Elle n'avait pas besoin de légende. Le silence de la pièce, les expressions des invités, en disaient plus que n'importe quel titre. À midi, Caleb a publié une déclaration. Il démissionnait de son poste, invoquant des problèmes de santé mentale et le désir d'éviter de distraire son unité. Le soir,
3 sponsors avaient rompu leur lien avec le cabinet de mon père. Un 4e s'est retiré le lendemain matin. Son nom était désormais cité dans des articles aux côtés de mots comme allégation, abus et enquête. Je regardais tout cela se dérouler depuis mon appartement, café à la main, couverture drapée sur mes épaules comme une armure. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais immobile, ni paisible, ni en colère, juste immobile, comme si quelque chose avait enfin cessé de tourner. Plus tard cette nuit-là, j'ai ouvert le tiroir supérieur de ma commode et j'ai fouillé au fond. Le collier gisait emmêlé entre des reçus et des élastiques, la chaîne délicate, le fermoir encore tordu là où ma mère l'avait arraché de mon cou le soir de la fête. Je le tenais à la lumière. Le pendentif ne valait pas grand-chose, juste un petit cercle d'argent, gravé d'un motif de vague, un cadeau de quelqu'un qui m'avait dit un jour que j'étais plus forte que je ne le pensais. Je l'ai attaché autour de mon cou. Ce n'était pas comme récupérer le passé. C'était comme ancrer le présent. Et quand j'ai éteint la lumière et me suis glissé au lit, je n'ai pas pensé à ce que j'avais perdu. J'ai pensé à ce que j'étais enfin en train de construire. Les lumières de l'auditorium se sont tamisées alors que je montais sur scène. Pas un tribunal. Pas une conférence de presse. Juste une salle pleine de femmes et de quelques hommes qui savaient ce que cela signifiait d'être brisé silencieusement. Je n'avais pas prévu de parler. J'étais juste censé écouter. Mais quand ils m'ont demandé si je voulais le micro, mes jambes ont bougé avant que je ne puisse hésiter. Je ne leur ai pas tout dit. Juste assez. J'ai parlé du moment où je suis entré à une fête et en suis ressorti avec un visage contusionné et une clarté. À propos de la frontière entre le silence et la reddition. À propos de la façon dont un coup de fil n'a pas changé ma vie, mais ce qu'il a fait, c'est tout ce que j'ai choisi après. Je pensais que les limites étaient des murs, avais-je dit. Maintenant je sais que ce sont des portes. Il suffit d'être celle qui les verrouille. Les applaudissements sont venus doucement. Pas le genre qui exigeait une performance, mais le genre qui maintenait l'espace. Après, je me suis dirigé vers la sortie. Des gens m'ont arrêté. Certains pour me serrer dans leurs bras. D'autres pour murmurer leurs propres histoires. Je n'ai pas eu besoin de dire grand-chose. La plupart d'entre eux savaient déjà ce que je voulais dire. Dehors, l'air était plus frais que prévu. J'ai serré mon manteau autour de moi et j'ai cherché mon téléphone. Un nouveau message clignotait sur l'écran. Numéro inconnu. Merci. Grâce à vous, je suis parti aussi. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai continué à marcher.